C'est ici la conférence, dépêchez-vous. Allez. Ah, Sie sind Deutsch. Ah, Entschuldigung. Sie können kommen. Ah, ce sont les Allemands. Entschuldigung. Non, sur le coup, je croyais que c'était les invités, mais non, ce sont les Allemands en perdition. Non, mais sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas rentrer. Bah oui, ils me regardaient comme ça, ahuris, surtout habillés comme ça. Je suis donc très content d'être à l'hôtel Adlon. Alors, le sujet, nouvel ordre mondial, origine, conséquences, etc. Et comme angle d'attaque, je vais choisir le cas ukrainien. Avec, vous savez, ce qui se passe demain, le référendum, ce qui se passe aussi avec la, comment dire, une menace de guerre civile et de guerre tout court même, qui se profile à l'horizon. Et en fait, l'objectif de ce topo, c'est de vous montrer les origines profondes de cette crise liée au nouvel ordre mondial et à la mise en place d'une gouvernance mondiale. Alors, il y a une chose, je m'adresse à un public français, francophone en tout cas, il y a une chose en France, on connaît très mal la géopolitique. Géopolitique, c'est Napoléon Ier qui disait que la politique d'un État est dans sa géographie. La politique de l'Angleterre, qui est une île, ne sera pas celle de la Hongrie, qui est un État au cœur de l'Europe centrale. Et dans la géopolitique, vous avez des grands noms, anglais et américains et allemands, et peu en français. Et la géopolitique, c'est la lampe torche qui permet de comprendre les relations internationales. Et dans le cas anglais et américain, il faut connaître deux noms. Et vous allez comprendre, parce que c'est absolument nécessaire de piger la géopolitique anglo-saxonne pour comprendre l'affaire ukrainienne. Et je vais commencer par un géopolitologue anglais qui s'appelait Alfred Mackinder, qui est mort dans les années 40 et qui a sorti sa théorie au début du XXe siècle, je crois que c'était 1904, avec la théorie de la zone pivot, le Heartland. Alors, il faut se rappeler le contexte de l'époque. Vous avez l'Allemagne qui est une grande puissance, qui veut sa place au soleil avec Guillaume II, puis vous avez l'Empire britannique qui a le Canada, l'Afrique, enfin une bonne partie de l'Afrique australe jusqu'au Caire, l'Inde, un empire maritime et une puissance militaire énorme. Et vous avez deux grandes puissances à l'époque qui émergent, l'Allemagne de Guillaume II et la Russie de Nicolas II. Mais c'est surtout l'Allemagne du Deuxième Reich qui inquiète l'Angleterre. Et Alfred Mackinder va théoriser ce principe du Heartland qui dit que le Heartland, c'est la zone pivot qui couvre l'Europe centrale et la Russie européenne. Et vraiment enregistrer ceci, et vous allez comprendre après, quand je vais expliquer la politique de Poutine, les anglo-saxons avec Mackinder disent « il ne faut en aucun cas qu'une puissance européenne unifie l'Europe et la Russie en une seule entité. Car s'il y a une entité politique unifiée qui, allant de la Bretagne jusqu'en Russie, ce bloc aura de telles ressources économiques et démographiques que nous, anglo-saxons, sous-entendu les Anglais et les Américains, nous serons éjectés et nous serons les subordonnés. Donc c'est un point capital à comprendre. Et toute la politique anglo-saxonne, c'est ça. Les deux guerres mondiales, Première et Seconde Guerre mondiale, c'est Deuxième Reich et Troisième Reich qui voulaient unifier l'Europe, et jusqu'en Russie, mais en éjectant Londres et Washington. Et les Anglo-Américains sont pour l'unité de l'Europe à condition que cela se fasse sous leur direction. Or, Guillaume II, comme Hitler, voulait l'unité de l'Europe uniquement sous la direction de Berlin. Et vraiment, c'est un élément clé à retenir. Après la guerre de 1945, vous avez eu l'Europe coupée en deux. Il y en a un nouveau qui arrive. C'est ici, la conférence. Et quand on regarde bien la coupure avec l'Europe coupée en deux, en fait, après 1945, après les menaces allemandes, c'est la menace russe, enfin soviétique. Et vous avez un autre géopolitologue anglo-saxon, un américain, qui s'appelait Nicholas Spykman, qui va établir une théorie, la théorie du Rimland, les terres du bord. Il dit, et vous allez comprendre là aussi, il faut connaître ces concepts géopolitiques, il dit l'Union soviétique est sur le point de contrôler toute l'Europe,
il faut évidemment empêcher ça, comme le disait Mackinder. Donc, on ne peut pas détruire l'Union soviétique, on va la contenir. Et donc, nous allons contrôler les terres du bord, sous-entendu, la Norvège, l'Europe de l'Ouest, la Turquie, Pakistan, l'Inde, l'Indochine, Taïwan, Japon, et ces territoires couvrant les terres du bord du continent eurasiatique sont, d'une certaine manière, les tenailles qui tiennent la noix eurasiatique entre ses dents. Donc, vous avez les terres du bord contrôlées par le monde anglo-américain, l'OTAN, qui empêche le monde soviétique de s'étendre jusqu'aux mers chaudes. Et c'est l'exemple, par exemple, en décembre 1979, la tentative de l'Union soviétique d'envahir, tentative et poursuite, d'envahir l'Afghanistan, dans le but ensuite d'aller au Pakistan pour arriver aux mers chaudes. Et donc, il y a cette politique anglo-américaine de contenir la masse eurasiatique, empêcher qu'elle déborde sur les terres du bord, et en contrepartie, la masse terrestre allemande, et là c'était soviétique après 1945, qui essaie de casser cette cordelette qui l'enserre. Donc, bien se rappeler, pour les anglo-saxons, il ne faut qu'aucune puissance dirige et unifie l'Europe de la Bretagne jusqu'au Pacifique, tant que cela ne se fait pas sous la direction anglo-américaine. Et quand on ne peut pas détruire cette puissance allemande avant 1945, soviétique après 1945 et russe après la chute du mur de Berlin, on essaye de la maintenir et de la contenir, qu'elle n'arrive pas à déborder. Quand on a ces concepts de la géopolitique anglo-saxonne en tête, on comprend beaucoup mieux la situation actuelle, vous allez voir. Vous avez l'unification allemande en 90 et 89-90, chute du mur de Berlin. Et vous avez des pourparlers qui ont été établis entre côté anglais-américain et russe, et Gorbatchev en particulier. Et vous avez le 9 février 1990, le secrétaire d'État américain, James Baker, qui jure, la main sur le cœur, devant Gorbatchev, que jamais, au grand jamais, l'OTAN qui est au niveau de l'Europe médiane, au niveau du Danemark, de l'Allemagne et l'Italie, jamais l'OTAN n'ira plus à l'Est. Il jure la main sur le cœur que l'OTAN ne va pas bouger. Le lendemain, Hans-Dietrich Genscher, le 10 février, donc à l'époque le ministre des Affaires étrangères allemand du gouvernement Kohl, jure aussi à Shevardnadze, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères russe au service de Gorbatchev, il jure que jamais l'OTAN ira vers l'Europe centrale et encore moins vers la Russie. Juré craché. Nous sommes en 1990. 1999, la Pologne, la République tchèque et les Hongrois intègrent l'OTAN. Extension de l'OTAN, l'arme qui est la branche armée des États-Unis, extension de l'OTAN vers l'Europe centrale, qui donc se rapproche des frontières russes. 2004, intégration des Bulgares, des Roumains, de la Slovaquie et des 3 États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, dans l'OTAN. Donc là, c'est carrément l'OTAN devant les moustaches de l'ours russe. C'est-à-dire qu'avec l'Estonie, Saint-Pétersbourg est tout juste à côté. Donc, les Russes se rendent compte que les promesses américaines d'un OTAN ne s'étendant pas vers l'Est, ces promesses ont été trahies, puisque désormais l'OTAN est au niveau de la Bulgarie, la mer Noire, et du côté de Saint-Pétersbourg. Et puis, cette politique américaine d'extension vers l'Est, de l'OTAN mais aussi de l'UE, va de pair avec un journal allemand qui était une branche du journal anglais, le Financial Times, et ce journal allemand qui a mis la clé sous le paillasson fin 2012 s'appelait le Financial Times Deutschland. Et vous avez un article de ce journal que j'ai conservé du 24 octobre 2002, très intéressant, qui rappelait et qui présentait la politique américaine, entre autres de Colin Powell, qui était donc le ministre des Affaires étrangères, enfin le secrétaire d'État américain au service de, de Bush, fils, d'un projet d'extension de l'OTAN et de l'UE qui devait être terminé pour 2010, nous sommes fin 2002, avec intégration de tous les États balkaniques et de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'UE. Donc nous étions fin 2002 et c'était le programme
pour 2010, tous les États balkaniques et l'Ukraine doivent être intégrés à l'UE et à l'OTAN. Donc il faut préparer le terrain pour faire en sorte que l'échéance de 2010 tombe en notre faveur. Et vous avez eu 2004, la fameuse révolution orange en Ukraine, qui a été la tentative de faire basculer l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN, et qui a échoué. Et cet échec a complètement retardé et déréglé la politique qui consistait à respecter cette échéance de 2010. Dans cette histoire de 2004, la révolution orange, les Américains étaient derrière, parce que c'est ça qui est terrible. Vous avez officiellement des principes comme la démocratie, le respect des droits de l'homme, la pluralité politique, tout ça s'était étalé au grand jour en 2004. Et puis, en fait, tous ces événements de 2004 et qui se sont reproduits il y a quelques semaines de ça en Ukraine, à Kiev, place Maïdan, ces événements en fait, obéissent au précepte de ce diplomate français Charles-Maurice de Talleyrand qui disait « En politique, agiter le peuple avant de s'en servir ». Le principe orangina. Et quand on regarde la révolution de 2004, révolution orange en 2004, on se rend compte que vous avez des ONG en faveur de la démocratie, les droits de l'homme, la pluralité politique, entre autres une ONG américaine qui s'appelait Freedom House, dirigée par un Américain, James Volsey. Volsey, W-O-L-S-E-Y. Et voyez-vous, il faut toujours avoir l'esprit curiosité. On voit un bonhomme, tout de suite, origine, formation, ses études, enfin bref, tout le CV. Pas uniquement le côté apparence, poids, taille, compte en banque. Ça, non, il faut voir tout ce qui fait l'âme du bonhomme. Bon, qui était James Volsey à la tête de cette ONG en Ukraine en 2004, promouvant donc la démocratie, les droits de l'homme, la pluralité politique? Eh bien, en cherchant un peu, c'était dans les années 90, l'ancien patron de la CIA. Ah, donc les Russes qui évidemment savent ça, se disent, là quand même, les Américains, ils poussent un peu loin le bouchon. Vous avez, à côté de l'Ukraine, la Biélorussie. Et vous avez un dictateur, Loukachenko, qui n'est pas un ange. Bon, les Américains ne le sont pas, mais Loukachenko ne l'est pas non plus. Il n'empêche que, même quand on est dictateur, on peut dire des choses justes. Staline a dit des choses justes. Et Dieu sait, je ne suis pas stalinien. Et dans les années 2000-2001, eh bien, Loukachenko, dictateur assez rude, disait que le représentant de l'OSCE en Biélorussie, l'OSCE c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dirigée par un Allemand qui s'appelait à l'époque Hans-Jörg Wick, W-I-E-C-K, était un espion. Et dans les médias de l'époque, les médias français en particulier, disaient « Ce Loukachenko, c'est vraiment un con, un abruti, c'est un dictateur, l'OSCE, sa démocratie, les droits de l'homme, ça peut être que bien ». Eh bien, dans cette affaire, ça avait beau être un dictateur, Loukachenko, sur ce point-là, il avait raison. Parce qu'automatiquement, on va chercher Hans-Jörg Wick. C'est qui le bonhomme? Il vient d'où? Sa formation. Et quand Loukachenko disait que c'était un espion, ah oui, c'est un gros espion, puisqu'il suffisait d'aller sur le site Service secret allemand, le BND, d'aller à la rubrique Histoire, Geschichte, on clique et on a toutes les têtes de tous les dirigeants du BND depuis sa création à la fin des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et on se rend compte que dans les années 80, le patron du BND s'appelait Hans-Jörg Wick. C'est là où on se dit que vraiment il y a une volonté de la part des élites anglaises, américaines et allemandes de flanquer la pagaille dans ces pays d'Ukraine, de Biélorussie, etc. En mettant quand même à la tête des ONG chargées de promouvoir la démocratie, quand même les anciens patrons des services secrets, soit allemands, soit américains. Donc les Russes, ils le savent, et ils ne sont pas contents, mais on peut les comprendre. Échec de la révolution orange de 2004, qui fait qu'il va y avoir une stabilisation où l'Ukraine, tout en restant dans l'orbite russe, va un peu basculer, enfin être entre deux eaux avec des tentations d'être attaché à l'Ouest. Et situation économique qui s'aggrave en Ukraine, des gros problèmes financiers, et vous avez, là je me rapproche de notre époque, 2013, le dirigeant ukrainien, Yanukovych, qui est sur le point de signer en novembre 2013 un accord à Vilnius pour l'intégration, enfin un préparatif d'intégration de l'Ukraine dans l'UE et sous-entendu en arrière-fond de l'OTAN. Et à la dernière minute, Yanukovych refuse. Parce que Poutine est intervenu en disant à Yanukovych
Écoute, mon bonhomme, tu veux intégrer l'UE parce que tu as besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il t'offre que t'offre l'Union européenne? 600 millions d'euros. Ah, dit Poutine, ben moi, je t'offre tout de suite, comptant, 15 milliards de dollars. Et qui plus est, le gaz, les Ukrainiens ont besoin de gaz russe, Gazprom, eh bien je te fais un rabais, et je donne le chiffre exact, le 1000 mètres cubes de gaz vendu par Gazprom à 291 euros, je te le fais à 195. Donc en face, 600 millions d'euros, moi tout de suite 15 milliards de dollars et une réduction de 100 dollars le 1000 mètres cubes de gaz, Yanukovych, clac, il balance du côté de Poutine. Alors, pour comprendre cette situation où là, les Américains, ça y est, l'Ukraine, on va la voir, se disent, on s'est encore fait avoir. Pour comprendre plus finement la situation, il faut aller plus loin. Vous avez, parmi les blocs continentaux qui se mettent en place, celui qui est le plus avancé, le plus parachevé, c'est l'Union européenne. Mais il n'y a pas que ce bloc continental. Vous avez l'Union africaine, qui a son siège à Addis Abeba. Vous avez l'UNASUR. Qui connaît l'UNASUR? Pour l'Amérique du Sud. On dit toujours Mercosur, mais en fait, l'UNASUR, c'est l'équivalent de l'UE pour l'Amérique du Sud qui a été lancé en 2008. Tous les États sud-américains en font partie, sauf la Guyane française. Volonté de mettre un Parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, une nationalité sud-américaine, enfin bref, le truc de l'Union européenne. Et pour information, vous avez un institut qui est chargé de régenter les relations entre le Parlement européen et le futur congrès sud-américain qui s'appelle Eurolat. Eurolat, LAT, site internet. Bon. C'est ça qui est terrible, tout ça c'est officiel, mais personne n'en parle, ou quasiment pas. Donc vous avez différents blocs continentaux qui se mettent en marche, mais aussi vous en avez un du côté de la Russie. Et vous avez eu en 2000 la création de la communauté économique eurasiatique, qui comprenait la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Octobre 2011, Vladimir Poutine passe à la vitesse supérieure et crée et lance la création de l'Union eurasienne, l'équivalent de l'UE, mais pour le monde russe, Kazakhstan et Biélorussie en plus. Et je lis ce que dit Poutine, fin 2011, il dit « Nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique. » Donc vous voyez, il faut bien comprendre, c'est le bouquin de 1984, c'est le bouquin d'Orwell, c'est le bouquin de Le meilleur des mondes. Vous avez des blocs continentaux qui se mettent en place, ces blocs devant constituer l'armature de la future gouvernance mondiale. Et au sein de chaque bloc continental, Union européenne, Union eurasienne, Union africaine, UNASUR, etc., l'ALENA pour l'Amérique du Nord qui va, dans quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, devenir communauté ou Union nord-américaine, j'en parlerai tout à l'heure, eh bien, les États sont fracassés. Donc ce sont des blocs continentaux, et d'ailleurs il le dit avec justesse, une puissante union supranationale. Donc les États sont cisaillés. Alors, bon, on se dit, ça y est, ces blocs continentaux se mettent en marche, très bien. Et puis, vous avez Poutine qui va franchir la ligne rouge 3 fois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec Alfred Mackinder, il ne faut jamais, jamais, jamais qu'une puissance allemande, russe, puisse unifier toute l'Europe, de la Bretagne jusqu'au Pacifique. Jamais, jamais, sauf si cela se fait sous la direction de Londres et de Washington. Ça, d'accord. Mais sinon, si on ne fait pas partie de cette union-là, on refuse. 3 fois, Poutine va franchir la ligne rouge. Novembre 2010, il rend visite à la chancelière Merkel pour lui demander de créer une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Est-ce que vous étiez au courant de cette proposition de Poutine? Et il va le faire une deuxième fois en juillet de 2012 devant le corps diplomatique russe à Moscou où il dit qu'il faut, d'ailleurs la vidéo est sur internet, c'est comme ça que je l'ai trouvé d'ailleurs, l'information, il dit qu'il faut unifier l'Europe et la Russie et créer une zone de libre-échange, donc libre circulation des hommes, des biens, des marchandises, donc, sous-entendu, les Anglo-Américains, ils dégagent. Et dernière proposition, 28 janvier 2014, c'est tout frais,
un nouveau qui arrive. C'est ici, 28 janvier 2014, vous avez la réunion Russie-Union européenne à Bruxelles, et à nouveau, Poutine propose l'instauration d'une zone de libre-échange, et je cite Poutine, 28 janvier 2014, « L'important est de discuter le plus sincèrement possible des questions clés. Nous avons évoqué les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. Il est inadmissible de créer de nouvelles lignes de démarcation. Il faut au contraire travailler ensemble à la création d'une Europe unie. » Et vous avez, de la part de Poutine, sa volonté, en janvier 2014, de mettre sur pied un comité d'experts afin de poser les premiers jalons à cette zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Et vous avez un de ses bras droits, qui s'appelle Igor Chouvalov, qui dit ceci, je cite, « Ceux qui critiquent l'Union économique eurasiatique et qui affirment que c'est un projet visant à faire renaître l'Union soviétique et à créer une hégémonie régionale se trompent. Sur le terrain, s'il y a un modèle qui inspire l'intégration économique eurasiatique, c'est l'Union européenne et non l'Union soviétique. » Donc vous avez de la part des dirigeants des élites de l'Union eurasienne, russe, une volonté de s'inspirer du modèle de l'Union économique, enfin de l'UE, comme modèle pour mettre en place une Union eurasienne. Et là, vraiment, Poutine, il a franchi le pas et la ligne rouge 3 fois, car dans cette histoire, cette volonté de mettre en place une union allant, une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique, c'est éjecter le monde anglo-américain. Or, le monde anglo-américain veut mettre en place un marché transatlantique. L'Union européenne intégrée au bloc nord-américain. La proposition de Poutine fait que ce marché transatlantique passera la trappe. Donc vous avez, en fait, comme dans le bouquin de 1984 Orwell, Océania et Eurasia qui commencent à se chercher des noises. Et là, il faut parler, avant de continuer sur l'affaire ukrainienne, du marché transatlantique, lancé officiellement février 2013 par le président Obama. Et tout le monde est tombé des nues, n'en revenant pas. Et évidemment, les médias français ne font pas leur boulot. À titre personnel, je peux vous dire que je connais l'histoire du marché transatlantique depuis 2002, que dans mon bouquin qui est sorti en 2004, qui s'intitulait « La décomposition des nations européennes », avait un sous-titre, enfin il a toujours le même sous-titre, « De l'Union euro-atlantique à l'État mondial ». Et je montrais dans ce bouquin de 2004 que la volonté de la construction européenne n'était pas une finalité, mais un marchepied pour créer ce bloc euro-atlantique lui-même, marchepied vers la gouvernance mondiale. Et à l'époque, je m'appuyais sur les documents officiels que les médias et les géopolitologues de l'époque n'utilisaient pas. Alors ce marché transatlantique, comment il s'appelle, Obama, n'est que le porte-parole. Ce n'est pas lui qui a décidé de lancer le marché transatlantique. En fait, pour bien comprendre, quand on voit un fait, il faut toujours voir l'origine du fait. C'est le principe de causalité, toujours. Et pour comprendre le marché transatlantique, il faut voir que c'est un projet ancien qui remonte, les premières tentatives, à 1939. 1939, les élites américaines et anglaises avaient déjà en tête l'idée d'un bloc euro-atlantique. 1939, comment? Eh bien, vous avez un Américain qui s'appelait Clarence Streit, qui est mort en 1986, qui était journaliste au New York Times. Et il était même à un cran très supérieur, puisqu'il était représentant du New York Times à la SDN, la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU. Alors d'abord, quand on s'intéresse à quelqu'un, toujours voir ses origines, sa formation. Et Clarence Streit a été donc étudiant dans les années 20 et il a bénéficié des bourses d'études Cecil Rhodes. Qui connaît Cecil Rhodes? Cet homme-là, il est mort en 1902. Et pourtant, il détermine notre avenir. Cecil Rhodes est un des plus grands princes du mondialisme. Cecil Rhodes, pour vous donner une petite idée, parce qu'il faut, pour comprendre ce qu'a fait Clarence Streit, il faut expliquer un peu ce qu'a fait Cecil Rhodes. C'est un Anglais qui est mort à 50 ans à peu près, oui, 1902. Il est devenu richissime. C'est lui qui est à l'origine de la création de l'industrie diamantaire de Beers, en liaison avec les Rothschild, qui sont les grands maîtres qui dirigent la City de Londres. Cecil Rhodes, c'est lui qui a posé les jalons permettant la création de l'État sud-africain, parce qu'il s'est établi en Afrique du Sud, à l'époque colonie du Cap. Donc il est mort en 1902, l'Afrique du Sud est née en 1910, mais c'est lui
qui est à l'origine de la création de cet État. Et je rappelle qu'il y a deux États qui s'appelaient la Rhodésie, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, qui s'appellent maintenant Zambie et Zimbabwe. Donc vous voyez le CV du bonhomme. L'origine de la création d'une industrie diamantaire de Beers et à l'origine de la création de 3 États. Dans un CV, ça ne court pas les rues. Hein. Bon. Et Rhodes, qui faisait donc partie de cette élite financière et politique anglaise, avec d'autres qui s'appelaient Lionel Curtis, Philip Kerr, Alfred Miner et j'en passe. Pour information, il faut lire un bouquin extraordinaire d'un Anglais qui s'appelle... Non, d'un Américain. Oui, c'est un Américain. C'est Carroll Quigley, Anglo-American Establishment, qui explique les relations des élites anglaises et américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. Extraordinaire. C'est là où on voit que c'est eux qui ont le pouvoir, que malheureusement la démocratie, c'est un vain mot, hélas. Hélas. Mais comment dire, Cecil Rhodes avait un idéal, volonté de créer un État mondial. Et pour cela, et vous allez voir les connexions avec Clarence Streit, il décide, lui et son équipe, de recruter des étudiants obéissant à 2 critères. Des gens très intelligents et des personnes animées de cette volonté de gouvernance mondiale. Et des étudiants dans tous les domaines, dans le domaine politique, économique, militaire, journalistique, service secret. Et il dit qu'il faut les repérer, les aider avec ce qu'on appelle les bourses d'études Cecil Rhodes. C'est-à-dire vraiment, ce sont des bourses d'études qui permettent de propulser plus haut que les autres l'étudiant qui a été repéré parce qu'il est très intelligent et qu'il est animé de cet idéal de gouvernance mondiale. Ces bourses d'études Cecil Rhodes rentrent en vigueur 2 ans après sa mort en 1904. Ce sont tous ses amis, enfin toutes les personnes avec qui il travaillait. Et c'est ce fameux Clarence Streit qui avait 20 ans, 22 ans dans les années 20, qui a été repéré comme un garçon très intelligent et animé de cet idéal de gouvernance mondiale, qui a été repéré et donc il a eu ses bourses d'études. Et il a donc pu propulser, enfin, comment dire, être propulsé d'une manière plus rapide au sein des élites. Donc, ce Clarence Streit, lui et tant d'autres, cite parmi les bourses d'études Cecil Rhodes, le président Bill Clinton a bénéficié des bourses d'études Cecil Rhodes. Petite information, dans les années 70, nous sommes en pleine guerre froide. Le jeune étudiant Bill Clinton a fait ses études et son stage à Moscou. Vous vous rendez compte, les bourses d'études Cecil Rhodes, qu'est-ce que ça faisait? C'est-à-dire qu'ils avaient repéré le bonhomme, parce que peu importe la politique de Clinton, c'est un homme très intelligent, il sait très bien parler, mais il avait été repéré, lui qui venait d'un milieu de bouseux, parce qu'il faut voir la famille Bill Clinton, hein, c'est rude, hein, ici c'est propre. Voilà, c'est pour vous dire, il a été repéré et il a été propulsé au point de faire son stage à Moscou dans les années 70 en accord avec l'Union soviétique. Donc ça montre aussi les liens de l'époque entre les élites russes et américaines. Donc, Clarence Streit, bénéficiant par son intelligence et aussi de l'appui qu'il avait pu avoir, lance cette idée de bourse d'études, bénéficiant de bourse d'études Cecil Rhodes, sa volonté d'accélérer le processus de gouvernance mondiale en mettant en place, en 1939, un projet d'unité transatlantique avec un bouquin qui sort en 1939 qui s'intitule Union Now, l'Union maintenant, avec un sous-titre Proposition pour une unité fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, 1939. Et cet homme-là va avoir le soutien de toute l'élite américaine. Je vous en cite que 2. Le président Roosevelt, rien que ça aide, et William Donovan, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va être le patron des services secrets, l'OSS, qui deviennent ensuite la CIA. Donc vous voyez tout de suite le CV du bonhomme. Et Clarence Streit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va lancer 2 déclarations transatlantiques, 1954 et 1962, pour l'établissement d'un périmètre commun d'unité de l'Europe de l'Ouest avec l'Amérique du Nord, avec des normes américaines imposées à tout ce bloc. Très moderne.
Alors vous avez un site qui est très intéressant qui s'appelle le streikcouncil.org, je crois, et vous avez toute la liste des signataires, américains, anglais, et côté français, vous avez Michel Debré, le conseiller économique de De Gaulle, Jacques Rueff, le socialiste Guy Mollet, le même qui en 1956 va proposer une union franco-anglaise. Vous avez aussi le général Weygand, et vous avez aussi le porte-parole de la France libre, Maurice Schumann. Donc c'est très intéressant de voir que ces gens, style Schumann ou Debré, qui se présentaient comme des patriotes français, qui étaient prêts à dissoudre la France dans un bloc euro-atlantique. Bon, ça les gaullistes ne vous le disent jamais. Donc Streikcouncil, vous avez toute la liste, site officiel. Vous avez un autre personnage qui va lancer l'idée de créer un bloc euro-atlantique, c'est le président Kennedy. Discours du 4 juillet 1962, où il annonce cette volonté de créer entre l'Europe et l'Amérique une, je cite, déclaration d'interdépendance. Vous lisez son discours, 4 juillet 1962. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces projets-là n'ont pas commencé il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, mais ils ont des dizaines et des dizaines d'années de recul. Et puis, vous avez eu, pour ceux qui lisent Marianne, la revue Marianne de Jean-François Kahn, vous avez eu il y a 15 jours de ça le dossier consacré au marché transatlantique. J'ai acheté le truc, je n'y ai rien appris. Simplement, ils ont oublié d'évoquer des points clés. La Commission européenne, le site internet de la Commission européenne, vous avez tous les documents en faveur du marché transatlantique. 1990, déclaration transatlantique, 1995, nouvel agenda transatlantique, 1998, partenariat économique transatlantique, 2007, conseil économique transatlantique, qui a été lancé d'ailleurs par Merkel. Tous ces documents qui sont là pour favoriser ce bloc euro-atlantique. Tout est sur le site de la Commission européenne. Qui en parle? Personne. Et vous avez un autre institut qui joue un très grand rôle. C'est un institut allemand que vous connaissez sûrement, c'est Bertelsmann. La fondation Bertelsmann, qui est à la fois un empire des médias, M6, la chaîne de télévision M6, c'est Bertelsmann, la revue Femme Actuelle, c'est Bertelsmann, la plus grande maison d'édition américaine, Random House, qui a édité le président Obama, c'est Bertelsmann, pour vous dire, RTL, Les médias belges aussi. RTL, voilà, donc l'émission pour les jeunes Fun Radio, c'est Bertelsmann, donc c'est vraiment un empire médiatique très puissant. Mais c'est aussi une fondation qui s'occupe de 3 domaines. Construction européenne, je rappelle ce petit truc, après l'échec français et hollandais en 2005 qui ont voté non au référendum, il y a eu une relance qui s'est appelée le traité de Lisbonne, c'est Bertelsmann qui a été l'origine de ça. 1er juillet 2005, dans les locaux de Bertelsmann à Berlin, en liaison avec des parlementaires allemands, Elmar Brok, Jo Leinen et un Autrichien, Johannes Voggenhuber. Voilà. Donc vraiment une fondation extrêmement puissante qui donc s'occupe de la construction européenne, qui s'occupe du partenariat transatlantique et qui s'occupe des relations avec le Proche-Orient et avec 2 subdivisions, le monde musulman, ça s'appelle les discussions de Kronberg, et Israël, ça s'appelle le dialogue germano-juif. Vous allez sur le site de la fondation Bertelsmann. Oui. Je connais un journaliste du CSDF Oui. qui a fait un voyage en Israël financé par Bertelsmann. Effectivement. Et, c'est tout à fait juste ce que vous dites parce que Bertelsmann a des accords avec les médias israéliens pour des échanges entre étudiants allemands et israéliens. Et ensuite, des contacts qui se développent après. J'ai écrit un petit bouquin sur Bertelsmann, qui est le seul bouquin en langue française sur cet empire médiatique. Et en même temps, think tank, bon. Et donc, vous voyez, les Anglo-Américains ont un projet de bloc euro-atlantique qui remonte à des dizaines et des dizaines d'années. Et vous avez Poutine qui arrive et qui est prêt à balancer le truc à la poubelle au profit d'un bloc unifié allant de Lisbonne au Pacifique. Et donc, la réaction américaine, je rappelle, 28 janvier 2014, cette énième tentative de Poutine de créer cette zone de libre-échange. Et là, les Américains, comme par hasard, y réagissent avec les problèmes de la place de Maïdan à Kiev, où comme par hasard, dans les jours qui ont suivi, ça a éclaté. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'empêcher que Poutine réussisse cette zone de libre-échange, casser l'Europe au niveau de l'Ukraine, avec l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les pays de l'UE, et la Russie de l'autre côté,
Et place Maïdan, vous allez avoir en février 2014 3 grands partis pro-européens. Le premier, c'est l'Union pan-européenne, dirigée, vous savez, par cette femme Tymoshenko avec ses tresses blondes, qui est très liée à la CDU d'Angela Merkel et au PPE, qui est le Parti populaire européen, l'équivalent, si je puis dire, de la CDU au Parlement européen. Et puis, vous avez un deuxième parti qui s'appelle l'Oudar. Oudar en ukrainien, ça veut dire le coup, le choc, dirigé par le boxeur Vitali Klitschko, qui est un parti lui aussi pro-européen. Et il faut aller sur leur site. La première fois que j'y suis allé, je me suis dit, ah zut, c'est en ukrainien. Merde. Et heureusement, c'est en anglais aussi. Et c'est là où vous voyez que les médias français, allemands, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu sur les sites allemands, mais peut-être que ça a été dit dans des émissions, mais en France, jamais. Quand vous allez sur le site de l'Oudar, eh bien, dans sa version anglaise, vous voyez, il faut avoir tout de suite le réflexe, qui soutient l'Oudar. Et quand on clique sur Partners en anglais, donc ceux qui soutiennent l'Oudar de Klitschko, parti pro-européen, eh bien, on trouve 3 choses. Les 2 premières, ce sont 2 ONG. Enfin, voilà, la démocratie, les droits de l'homme, la pluralité politique, enfin, ça, hop, on prend le violon. Dirigée, la première ONG, c'est l'IRI. L'IRI, qui est donc International Republican Institute, dirigée par le sénateur John McCain. Cette ONG pour la démocratie et les droits de l'homme, l'IRI, qui soutient l'Oudar, dirigée par le sénateur John McCain, qui était, à un moment donné, qui a failli devenir président des États-Unis. Donc, vous voyez, bon. Deuxième ONG américaine, NDI, National Democratic Institute, dirigée par Madeleine Albright, qui, dans les années 90, était secrétaire d'État, enfin ministre des Affaires étrangères, du gouvernement Clinton. Donc, vous voyez, tout de suite, rien que sur le site, on voit que ce parti pro-européen de l'Oudar de Klitschko est vraiment soutenu par la crème de la crème américaine. Et puis vous avez un troisième groupe qui soutient donc le Klitschko, c'est un parti politique allemand, c'est la CDU d'Angela Merkel. C'est sur le site de l'Oudar. On ne peut pas faire plus officiel. Et les médias français ne font pas leur boulot. Et puis, je rajoute une chose aussi, vous qui vivez en Allemagne, vous savez que l'importance des fondations en Allemagne. La CDU, c'est la fondation Konrad Adenauer, pour les Verts, c'est la fondation Heinrich Böll, pour les socialistes, c'est la fondation Friedrich Ebert. Ce sont des fondations extrêmement puissantes qui préparent des documents pour leur gouvernement, gouvernement socialiste pour la fondation Friedrich Ebert, etc., ou Konrad Adenauer pour la CDU, mais qui sont aussi des centres d'espionnage et de relais de la politique allemande. Janvier et octobre 2011, la fondation Konrad Adenauer a payé tous les voyages de Klitschko en Allemagne pour qu'il s'inspire du modèle politique et économique allemand, et il a pu, grâce à cette fondation, rencontrer tout le gratin politique allemand. Donc ce sont des fondations extrêmement puissantes et qui jouent leur rôle. Et enfin, le troisième grand parti pro-européen, c'est Swoboda, et Swoboda, c'est tout simplement nazi. Et d'ailleurs, c'est absolument lamentable de voir les Occidentaux soutenir un parti pro-européen qui se réfère quand même à une doctrine nazie. Enfin, c'est quand même sidérant. Donc, tout est permis du côté du monde occidental. Et quand je dis monde occidental, le monde russe, le monde allemand et le monde anglo-américain. Conséquence de ce coup d'État en Ukraine qui voit la chute du dirigeant ukrainien, c'est que les conséquences sont multiples. Vous avez cette angoisse anglo-saxonne qui était de voir cette zone de libre-échange s'établir de Lisbonne au Pacifique et donc de voir les Américains exclus, les Anglais aussi. Eh bien, cette angoisse disparaît, puisque dans cette histoire, désormais, il y a une telle tension nerveuse, une telle rivalité entre d'un côté Moscou et puis l'UE et les États-Unis, eh bien ceux qui voulaient essayer de rabibocher l'Union européenne avec cette Union eurasienne, de créer cette fameuse zone de libre-échange, eh bien ce projet il est passé à la trappe. Maintenant, il y a une sorte de
de mur de Berlin, entre guillemets, qui sépare le continent eurasiatique au niveau de l'Ukraine. Vous avez vraiment deux blocs. Et donc, les Anglo-Américains qui craignaient cette zone de libre-échange sous direction de Bruxelles, de Berlin et puis surtout de Moscou, eh bien, ils sont rassurés. Cette zone de libre-échange ne va pas se faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mois de mars 2014, Obama va en Europe, à Bruxelles en particulier, et face à cette menace, entre guillemets, menace qui existe quand même, russe, eh bien, il dit qu'il faut accélérer la mise en place du marché transatlantique. Le problème, c'est que dans cette histoire, les pays européens, et en particulier l'Allemagne, sont dépendants du gaz russe, donc à l'Allemagne, 35%. Et pour vous montrer cette volonté de vraiment détacher ces États de l'Union européenne de toute influence russe, Obama et même le président canadien Harper, qui a rendu visite à Merkel à la fin du mois de mars, ils ont proposé d'établir un maillage énergétique entre l'Europe et les États-Unis et le Canada pour fournir du gaz, côté canadien, aux Allemands. Merkel a dit oui, mais il faut des infrastructures énormes. Donc, ça ne peut pas être mis en place avant des années et des années. Donc, pour le moment, l'Allemagne est encore soumise au gaz russe, mais il y a vraiment cette volonté de la part des Anglo-Américains, et des Canadiens en particulier, de faire pression de telle manière que tous les États européens ne dépendent plus d'éléments comme le gaz du monde russe. Et puis, les choses se sont accélérées avec l'affaire de la Crimée. Peu à peu, je me rapproche de la situation actuelle. La Crimée, à l'origine, était territoire intégrante du monde ukrainien, mais population russophone, des bases navales russes, et à l'époque, le gouvernement ukrainien avait accordé un bail à Moscou, un bail qui allait jusqu'en 2042, c'est-à-dire que les Russes payaient pour pouvoir continuer à se servir de leur flotte de guerre, mais tout ça sous contrôle ukrainien et en arrière-fond des Américains. Eh bien, avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée, eh bien, Poutine a pu détacher l'Ukraine et l'annexer carrément au territoire russe. Et là, c'était vraiment une réussite, parce que dans cette histoire, vous avez ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui fait que tout pays a une zone maritime de 200 000 marins, grosso modo 370 km. Tout ce qui est dans l'eau et dans le sol, sous l'eau, appartient au pays. Donc la Crimée est devenue russe. Toute l'eau, enfin toute la partie de la mer Noire qui est devant les côtes de la Crimée deviennent des eaux russes, souveraineté russe. Ce qui fait que Poutine a vraiment marqué un point parce que tous les oléoducs et gazoducs qui viennent de Sibérie ou du Caucase, qui traversent la mer Noire et qui traversaient les eaux souveraines ukrainiennes au large de la Crimée, maintenant que la Crimée est devenue russe, eh bien, de la zone de production de gaz jusqu'aux oléoducs et gazoducs arrivant en Roumanie et en Bulgarie, tout ça désormais, c'est plus sous le contrôle ukrainien, mais sous le contrôle russe. C'est-à-dire que Poutine dispose d'une souveraineté complète dans la production et l'acheminement du gaz et du pétrole, sans être enquiquiné, ennuyé, emmerdé par les Ukrainiens. Donc il a marqué un point, toute la zone d'acheminement est désormais sous contrôle russe. Dans cette histoire, vous avez ce qu'on appelle les pressions occidentales. Vous savez que les Occidentaux, les Américains en priorité, font tout pour faire pression sur comment s'appelle, Poutine, pour qu'il lâche du lest. Et voyez-vous, on dit toujours les pressions occidentales, mais les Russes peuvent faire pression aussi sur le monde occidental. Les Russes et les Chinois, parce que dans cette histoire, la Chine soutient Moscou. Vous avez ce qu'on appelle les bons du trésor américains. D'ailleurs, dans mon bouquin Chronique du mondialisme, j'ai mis le tableau officiel des bons du trésor américain qui font que le dollar tient encore. Il faut savoir que vous avez environ 6 000 milliards de dollars tenus par différents États du monde, en priorité la Chine. Puis vous avez aussi la Russie. Et quand on additionne les bons du trésor tenus par la Chine et la Russie, eh bien, on se rend compte que 25% des bons du Trésor sont tenus par ces deux pays. C'est-à-dire que si ces deux pays décident de ne plus acheter les bons du Trésor, le dollar, il se casse la gueule. Donc, c'est chacun, on se tient par la barbichette, et si tu tires un peu trop, moi, je réplique. Il y a une chose qui est très intéressante, j'en ai parlé
à quelqu'un, puisque c'est filmé, je ne cite pas son nom. Vous avez un économiste américain qui s'appelle Celent, Gerald Celent, enfin Celent et C-E-L-E-N-T-E, qui a à peu près dans les 60 ans, et qui est réputé pour ses prévisions économiques, financières, et tous les creux de vague de Wall Street, etc. Ils avaient prévu que ce soit dans les années 80, la crise de 97, c'est lui qui avait entre autres prévu les subprimes en 2006-2007. Enfin bref, quand il parle, on l'écoute parce que pour le moment, il ne s'est pas trompé. C'est pas parce qu'il ne s'est jamais trompé qu'il va toujours dire la vérité. Il peut se planter. Mais quand même, vu le CV positif, en règle générale, on se dit, s'il dit un truc, c'est qu'il y a de grandes chances que cela se produise. Il a quand même balancé un truc il y a quelques jours de ça, et vous pouvez le vérifier d'ailleurs. Il a dit qu'aux alentours du 30 juin 2014, et ma foi, on s'en rapproche, ben, il a dit que le dollar se cassait la gueule. Bon, il peut se tromper d'un mois, hein, peut-être de 2 mois, je n'en voudrais pas. Mais quand on commence à donner des dates aussi précises aux alentours du 30 juin 2014, ce qui doit, à mon avis, avoir des informations qui montrent qu'il y a des fissures dans le système financier américain. J'ai dans mon livre Chronique du mondialisme un chapitre consacré à l'état de l'économie américaine qui est absolument désastreuse. Je ne vous donne qu'un seul chiffre. Alors, évidemment, ces données chiffrées viennent des sites internet officiels, mais je dois vous avouer que le chiffre, quand je suis tombé sur ce site officiel, m'a paru tellement incroyable que j'ai voulu vérifier sur d'autres sites pour vraiment avoir la confirmation, et à chaque fois c'était ça. Accrochez-vous, l'endettement de l'État américain depuis Obama a été supérieur à tout l'endettement américain depuis le premier président des États-Unis, George Washington, jusqu'à Bill Clinton. Je reprends. L'endettement américain depuis Obama est supérieur à tout l'endettement américain depuis le premier président des États-Unis, George Washington, jusqu'à Bill Clinton. Pour vous dire qu'il y a quand même une situation désastreuse aux États-Unis. Et situation désastreuse qui correspond parfaitement à ce projet finalement de chaos contrôlé. Je vous parlais tout à l'heure de cette volonté de mettre en place des blocs continentaux, l'Union européenne, l'Union eurasienne avec Poutine, l'Union africaine, etc. Et puis vous avez aussi le monde nord-américain. Pour le moment, vous avez l'ALENA. L'ALENA, c'est l'équivalent de la CEE qui réunit Canada, États-Unis, Mexique. Eh bien, vous avez une volonté de créer une communauté ou une union nord-américaine, chose qui a été lancée de la manière la plus officielle possible en 2005. Vous avez même sur YouTube le reportage de CNN qui relate la réunion de 2005 entre George Bush fils, le président de l'époque mexicain qui s'appelait Vicente Fox et le Premier ministre canadien, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, qui donc, vous tapez North American Union, CNN, et vous tapez le nom du journaliste américain qui s'appelle Lou Dobbs. Lou, L-O-U, Dobbs, D-O-2-B-S. Vous aurez le reportage de CNN qui évoque cette volonté de créer ce bloc nord-américain. Pour vous dire que c'est de archi-officiel. Volonté de créer un bloc nord-américain politique, économique, militaire. Quand je dis militaire, c'est militaire et tout ce qui est service secret et sécuritaire. En théorie, dans les textes officiels de 2005, la chose devait voir le jour en 2010. Nous sommes au mois de mai 2014, il n'y a toujours rien. Ah, petite remarque, petit bémol. D'abord, premièrement, l'intérêt de ces documents officiels, c'est de montrer une tendance, qu'il y a vraiment une volonté de créer un bloc nord-américain. Et dans cette histoire, vous avez un Américain qui s'appelle Robert Pastor, qui joue un très grand rôle. Et pour cela, vous avez un think tank américain qui s'appelle le CFR, Council on Foreign Relations, qui a été créé en 1920-21, qu'il connaît. Vous connaissez. Et son équivalent britannique, qui a été créé à peu près la même année, enfin en 1919, c'est Chatham House. Vraiment, il faut aller sur ces deux think tanks, ça et Bertelsmann. Mine d'informations, tout y est, hein. Enfin tout y est, beaucoup en tout cas. Donc on ne s'ennuie jamais, ils préviennent, mais si on n'a pas la curiosité pour aller voir, évidemment, on va tomber des nues. Et donc vous avez tout le programme pour l'unité du bloc nord-américain, qui en théorie devait voir le jour en 2010. Nous sommes en mois de mai 2014, il y a du retard, ça c'est normal, parce qu'on est sur Terre, c'est une immense machinerie. Le but c'est
créer vraiment une unité complète, politique, économique et militaire, avec une seule monnaie nord-américaine. C'est-à-dire que le dollar disparaît. Et dans les textes officiels, ils ne donnent pas le nom de cette nouvelle monnaie. Ils évoquent des possibilités de noms. Ils en citent deux. Amero, A-M-E-R-O, ou bien dollar nord-américain. Mais 3 points de suspension, on se souvient, ce sera un autre mot. Hein. Mais en tout cas, le concept en lui-même est retenu. L'autre élément, c'est de créer une super Fed. Une super Fed réunissant finalement la Fed américaine plus le Canada et le Mexique. Donc on voit, il y a vraiment un projet d'unité nord-américaine. Politique, économique et militaire. Militaire, service secret, renseignement, etc. Eh bien, je peux vous dire que pour l'aspect militaire, c'est fait. Juillet 2013. Juillet 2013, je me souviens, j'étais devant mon truc du YouTube et je suis tombé là-dessus, la vache, enfin, je passe les mots, enfin, oh là là. Et, j'ai pas dit ça. Oh merde, putain. Vous avez la sénatrice, je vais vous donner les références, comme ça vous pourrez voir. La sénatrice américaine Dianne Feinstein, Dianne avec 2 N, Feinstein, comme en allemand, Feinstein, qui a fait vous savez, ces auditions filmées devant le Congrès au Sénat américain, et au sujet de la NSA, de tout ce qui est service secret et espionnage. NSA, je vous rappelle, c'est un institut américain. La NSA, c'est américain. Hein. C'est américain. Hein. C'est américain. Ben, il y a un de ses collaborateurs qui a présenté un grand tableau représentant les différents continents et le rôle de la NSA en Amérique du Nord, avec Canada, États-Unis, Mexique, réunis en un seul bloc. Ben, ça correspond exactement au programme de 2005 d'établissement, je cite, d'un périmètre commun de sécurité. Ça y est, c'est fait. Pour l'aspect militaire, sécuritaire, c'est fait. Et donc, quand j'ai vu ça en juillet 2013, je me suis dit, s'ils l'ont fait pour l'aspect sécuritaire, le politique et l'économique, ça ne va pas tarder. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas dans 20 ans. Voilà. Donc ce sont des éléments comme ça qui montrent que ça y est, tac, ils ont lancé le premier domino, les autres vont suivre. Après, je vous dire, c'est dans 3 semaines, quand dans 3 ans, mais ce n'est pas dans 20 ans. J'aurais tendance à croire que 2010-2020, c'est vraiment la période du basculement, je crois, basculement dans tous les domaines. Donc, pour vous dire que ce projet de bloc nord-américain est archi-officiel, et c'est ça qui m'a toujours sidéré. Les documents sont là et personne n'en parle. Je vais vous citer, par exemple, l'existence du bloc euro-atlantique. Eh ben, côté français, en 2007, vous avez un Français qui a écrit un petit bouquin aux presses universitaires de France. On ne peut pas faire plus révolutionnaire. Hein, et qui a sorti un petit bouquin, rien que le titre, c'est Euramérique. Et le type, c'est qui? Il s'appelle Hervé de Carmois. Et voyez-vous, personne ne connaît son nom. Et pourtant, cet homme-là détermine notre avenir. Il a peut-être quitté son poste parce qu'il est âgé, mais enfin, il était à cette époque le vice-président de la Trilatérale Europe. Vous savez que la Trilatérale, rapidement, c'est un institut mondialiste créé au début des années 70 qui regroupe l'Europe, l'Amérique du Nord et le monde asiatique. Eh bien, c'est cet homme-là qui a rédigé ce petit bouquin en faveur du bloc euro-atlantique. Donc, on voit qu'il y a vraiment... tout émerge, tout est là, et personne n'en parle. Bien. Alors, je vais vous citer donc le cas des Russes et des Chinois qui ont des moyens de pression sur le monde anglo-saxon, vu la situation économique désastreuse des États-Unis, désastreuse. Petit chiffre qui me vient à l'esprit, c'est un des chapitres du bouquin où j'ai un peu épluché toutes les faiblesses. Les États-Unis, c'est un peu plus de 300 millions d'habitants. Quand Obama est arrivé au pouvoir, vous aviez 32 millions d'Américains à dépendre des coupons alimentaires pour ne pas crever de faim. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 49 millions. 49 millions d'Américains, dont en gros un sixième, en gros, qui dépendent du coupon alimentaire pour ne pas mourir de faim. Si ce n'est pas une situation désastreuse, il faudrait m'expliquer. Il y a des chiffres comme ça qu'il faut toujours voir. Il y a ça et l'étude de la démographie. Il faut toujours étudier le taux de mortalité des enfants et des personnes âgées. Parce que quand un pays
comme les États-Unis voient le taux de mortalité des enfants augmenter et le taux de mortalité des personnes âgées augmenter, ça veut dire quoi? Parce que ces gens-là n'ont pas assez d'argent, enfin en tout cas pour les bébés, les enfants, leurs parents n'ont pas assez d'argent pour payer des médicaments. C'est tout. Ça s'appelle la paupérisation. Et donc ce sont des éléments qui permettent de montrer qu'un pays est en train de se casser la gueule. C'est comme ça que l'Union soviétique s'est cassée la gueule. Je pense au démographe Emmanuel Todd, qui avait sorti en 1976, et pendant que je parle, je cherche désespérément le titre de son bouquin, La chute finale, je crois que c'est ça, La chute finale, où il expliquait en 1976, à l'époque où l'Union soviétique était apparemment toute puissante, que l'Union soviétique allait se casser la gueule parce qu'il avait observé les courbes de démographie des enfants, etc., et des personnes âgées, et il voyait que ça augmentait. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas assez d'argent, d'hôpitaux, etc. Donc ça reflétait une situation sociale, économique délabrée. Voilà, il faut toujours regarder la démographie, c'est capital la démographie. Bon. Les tentatives de stabilisation de l'Ukraine ont été lancées par le ministre des Affaires étrangères russe le 17 mars 2014, où il a proposé aux Américains, aux Allemands, à l'Union européenne, etc., je cite, de fédéraliser l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine est composée de régions. D'ailleurs, je vous montrerai une carte tout à l'heure. Et vous avez la partie est, russophone, avec tous les degrés, très russophone, moyennement russophone, etc. Et il a dit ceci, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qu'il fallait fédéraliser l'Ukraine et donner de grands pouvoirs aux régions, politiques, économiques, administratifs, je fais gaffe, je sens que ça va s'envoler, et des droits ethniques et linguistiques aux Russes d'Ukraine. Et en fait, ce que proposait Lavrov, c'est exactement les mêmes mesures qui se mettent en place au sein de l'Union européenne, où vous avez des régions qui s'émancipent, avec des droits politiques, économiques, administratifs, linguistiques de plus en plus développés. Je vous rappelle une chose, tous les documents clés de la construction européenne, Charte des langues régionales, Convention 4 pour la protection des minorités, Charte de l'autonomie locale, Charte de la démocratie régionale, coopération transfrontalière, aménagement du territoire, Code civil européen, Europe à structure fédérale, Europe à structure fédérale, octobre 1987, tout ce que je vous ai cité, documents européens, en fait, tous allemands. Tous allemands. L'Allemagne est le sergent-chef du supérieur anglo-américain. C'est-à-dire que les anglo-américains veulent l'unité de l'Europe, ils ont délégué à un sous-fifre, un sergent-chef, aux Allemands. Alors quand je dis les Allemands, pas le peuple allemand, pas les deux que j'ai vus là, que j'ai effrayés. Quand je dis les Allemands, évidemment, je parle des élites politiques financières. Tous les documents clés de la construction européenne sont tous allemands. C'est quand même révélateur d'une volonté de créer une Europe des régions à base fédérale. Je rappelle que le projet d'une Europe à structure fédérale a été décidé en octobre 1987 par tous les ministres-présidents des Länder en liaison avec le gouvernement allemand pour préparer Maastricht. C'est 1987, hein, octobre 1987. Et donc il y a vraiment une volonté de créer une Europe comment dire, désossée. Ce qui se passe actuellement en Catalogne. La Catalogne est en train de se barrer de l'autorité espagnole. L'Écosse, la Flandre, etc. En fait, je le dis toujours, enfin je le dis souvent dans mes conférences, mais vous avez trois niveaux. L'Union européenne qui a de plus en plus de pouvoir, les régions qui ont de plus en plus de pouvoir, les États entre les deux vidés de leur pouvoir régalien, battre monnaie par exemple, et les régions s'adressent en tout cas de moins en moins aux États, mais contournent l'autorité des États pour s'adresser directement à Bruxelles. Et les lobbies s'adressent directement à la représentation régionale catalane, alsacienne, et j'allais dire même carrément à l'ambassade bavaroise, parce que, enfin, ce n'est pas une ambassade évidemment, mais c'est une image, puisque la représentation de la Bavière, l'institut qui représente la Bavière à Bruxelles, c'est quasiment une ambassade. Hein. C'est quasiment une ambassade, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Donc en fait, les États sont court-circuités. Et je pense aux propos du représentant belge flamand Bart de Wever, qui est le patron de la NVA, parti régionaliste indépendantiste. Il a dit cette chose tout à fait juste, qui est valable pour son pays, mais qui est valable aussi pour tous les États européens. Il a dit « La Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions ». C'est en quoi il a tout à fait raison. Après, à quel rythme, ça je ne peux pas vous dire, mais des pays comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Royaume-Uni sont des États qui sont touchés plus rapidement que d'autres.
Alors, ce projet donc, de fédéralisation et de promotion des régions était proposé aussi par les Russes pour l'Ukraine. Et là, les Anglo-Américains et les Allemands ont dit « Ah non, 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 là on ne veut pas ». Pourquoi? Parce que dans cette histoire, les Russes disaient qu'avec cette émancipation des régions ukrainiennes russophones, eh bien, il y aurait des relations interrégionales russophones, des régions russophones d'Ukraine, directement avec Moscou. Et donc, dans cette histoire, le gouvernement de Kiev aurait été affaibli. Donc, dans cette histoire, nous avons un blocage complet et un blocage qui fait que désormais, après l'Ukraine, vous avez ce référendum qui va avoir lieu normalement, donc, sauf s'il est arrêté dans le cours de la nuit, mais demain dans la partie russophone de l'Ukraine. Ça sent mauvais parce que là, ce à quoi nous assistons, c'est ce que j'appelle une bosnisation de l'Ukraine. La Bosnie-Herzégovine, avec en 1999 la Yougoslavie qui a été détruite par l'OTAN, enfin par les Américains et les Allemands. N'oubliez jamais que c'est le gouvernement Kohl, avec son ministre des Affaires étrangères Genscher, qui en 1991 a reconnu le premier l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. C'est ça qui a allumé la guerre civile en Yougoslavie. Ça, les élites allemandes ont du sang sur les mains. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Et même Schröder, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est très copain avec Poutine, a reconnu qu'il ne fallait pas quand même accuser trop Poutine officiellement de violer le droit international, parce qu'a-t-il ajouté, quand moi j'étais chancelier en 1999, le droit international, on ne l'a pas respecté, nous occidentaux, à l'égard de la Yougoslavie. Il l'a dit, avec une franchise. Même les médias français l'ont un peu relaté. Bon, mais pour vous dire que vraiment, tellement ça pèse lourd. Il l'a dit. Donc en fait, on vit de plus en plus dans une époque où le droit international fond comme neige au soleil, au profit finalement, du plus fort, la loi du plus fort. Et donc actuellement, nous avons un combat de lutte d'influence entre Océania, le monde euro-américain, et la Russie, Eurasia, avec évidemment ce qui se passe à la péninsule arabique, avec la Syrie en particulier. Je rappelle que les Russes ont une base en Syrie, une base navale, Tartus. Donc tout ça, c'est lié, les rivalités entre la Chine et le Japon, et puis cette décomposition des États européens qui s'annonce. À quel rythme, ça je ne pourrais pas vous le dire, mais vous avez donc ce référendum 18 septembre 2014 en Écosse. Pour le moment, le non l'emporte, mais le oui, peu à peu, gagne, se rapproche. Donc, est-ce que l'Écosse va être indépendante? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sent que le verre est dans le fruit. La Catalogne, n'en parlons pas. Je rappelle que la Catalogne, en 1936, a voulu son indépendance. C'est ça qui a déclenché la guerre civile en Espagne. Et cette volonté d'éclatement des États est un projet voulu par les instances européennes. Et je vais clore avec cette carte. Et j'aurai besoin d'une personne pour montrer cette carte d'un institut européen, qui est l'Assemblée des régions d'Europe, qui est une carte qui date de 2002, qui est temporaire dans ce sens qu'il va y avoir des remaniements, mais c'est une photo qui a l'avantage de montrer que vraiment cette Europe éclatée, ça ne concerne pas uniquement l'Union européenne. Donc, je vous montre cette carte. Hop, 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 hop. Allez. Voilà. Et l'avantage de cette carte officielle, c'est de montrer que, outre les pays de l'Union européenne, vous avez l'Ukraine, la Russie, les États du Caucase et la Turquie qui est déjà intégrée au projet. Et là, vous avez Océania ici, Eurasia là, qui sont en train de se disputer la ligne de front et de partage des zones d'influence. Voilà le gâteau, moi je veux ça, ah, je veux pas, moi je veux ça, ah, je veux pas, voilà. Et donc cette Europe parcellisée, c'est ce qui s'annonce et qui va se préciser parce que, outre l'émancipation politique des régions, vous allez avoir ce qu'on appelle les euro-régions, c'est-à-dire ce projet, c'est plus qu'un projet, c'est maintenant officiel, qui consiste à effacer les frontières entre les États, entre la France, l'Allemagne, la Pologne, etc., et de réunir les régions de part et d'autre pour créer des blocs régionaux. Alsace, Pays de Bade, Catalogne avec Pyrénées-Méditerranée, la grande région réunissant la Wallonie, le Luxembourg, Rhénanie-Palatinat et la Lorraine. Donc c'est une recomposition de l'Europe. Et dans mon bouquin Chronique du mondialisme, vous avez une carte qui est sortie en 1992 d'un grand mania de la bière, Heineken, et oui, il faut vraiment chercher partout,
qui présente une carte régionalisée en 75 blocs. Et cette carte de 92 montre la Yougoslavie avec ses frontières après l'intervention de l'OTAN en 99. C'est très intéressant de voir comme ce projet de 92 annonçait déjà ce qui allait se mettre en place pour la Yougoslavie. Et je terminerai par ceci. Vous avez le Premier ministre Valls et président Hollande, le maire de Palais, qui ont décidé de diviser par 2 le nombre de régions de 22 à 11. Eh bien, dans ce projet de Heineken, l'Europe régionalisée, la France est divisée non pas en 11, mais en 8 blocs. 1992. Donc ça montre, ce que je vous fais comprendre, ce sont des projets anciens, préparés, élaborés depuis non pas des années, mais des dizaines et des dizaines d'années, mais qui peu à peu rentrent en vigueur pour être appliqués et nous broyer. Voilà, fort de ces propos, j'espère que, pas trop vous flanquer de cauchemars, mais vous dire que la situation ne va pas aller en s'améliorant parce que nous sommes dans cette politique qu'on appelle le chaos contrôlé. Dans la formule maçonnique, ça s'appelle Ordo ab chaos, c'est-à-dire que pour aboutir à une étape supérieure, il faut détruire. C'est-à-dire que la violence permet de rebondir à une étape supérieure. Mais malheureusement, cette violence risque de se faire dans une situation plus que sanglante. Parce que ces choses-là, là actuellement on est allé très loin avec l'affaire ukrainienne, la situation de l'économie américaine qui est désastreuse. Donc il y a un compte à rebours, mais au moins on sait à quelle sauce on sera mangé, et puis aussi psychologiquement on sera peut-être plus solide pour supporter les épreuves qui un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais qui un jour ou l'autre s'abattront sur nous. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.